Merci, merci beaucoup, Jessica, pour ta présentation et la petite thérapie de la fin. Merci au domaine pour son accueil, merci à la Fondation pour son invitation. Moi, c'est Olivier Lamotte, donc du cabinet de conseil Biosphère, et on m'a demandé de parler de l'agriculture régénérative et de vous montrer quelques exemples qu'on a pu faire donc, en termes de régénération avec nos clients. Et donc c'est un plaisir de vous montrer ça. On démarre par quelques slides de mon confrère Serge Zaka, qui est agro-climatologue, et j'aime bien montrer un petit peu les prévisions qu'il fait, qui sont assez intéressantes. Là, sur l'année 2022, une année très sèche, il s'est amusé à faire une prévision des températures à 2050. Et c'est vrai qu'au regard du changement climatique qu'on vit, changer les modes de production au travers de nouvelles pratiques comme celle de l'agriculture régénérative prennent tout son sens. Il s'amusait aussi à montrer l'évolution donc par rapport à la hausse des précipitations ou à la baisse des précipitations, et donc on voit que à 2100 on aura quand même des événements de plus en plus extrêmes, que ce soit en termes de précipitations ou de hausse des températures. Donc comment avec les connaissances qu'on a, les technologies qu'on a aujourd'hui, peut-on faire un vignoble plus résilient au niveau du sol, de la plante, de l'écosystème en général. Là aussi, il montrait que à terme, les températures donc, sont en hausse, et donc on peut avoir la température de Montpellier qui remontera donc, à Paris intramuros, par exemple, où on aura à Lille la température de Toulouse aujourd'hui. N'hésitez pas à suivre ce qu'il fait, c'est très intéressant, il est très actif sur les réseaux et on apprend plein de choses. La première question qu'on m'a demandé de vous poser, c'est comment on distingue l'agriculture régénérative par rapport à l'agriculture bio et par rapport à la biodynamie. Donc vous avez tous peut-être une idée. Moi j'aime bien ce graphique-là où en fait on va prendre deux pratiques. La première, c'est la réduction des phytos, et la deuxième, c'est la conservation du sol avec l'amélioration de la fertilité du sol. Donc on sait que l'agriculture conventionnelle, elle vise à, de manière très grossière, ne pas faire d'efforts sur la réduction des phytos et à ne pas faire d'efforts sur la fertilité du sol. J'ai rien contre l'agriculture conventionnelle, hein, c'est juste pour comparer un petit peu les modèles. L'agriculture biologique, quant à elle, elle vise à travailler sur la réduction des phytos. Donc avec les alternatives qu'on connaît, le cuivre est un phyto, ça c'est un autre débat, mais dans l'idée, utiliser moins de molécules chimiques, c'est ce qu'on vise avec ce mode de production. Par contre, améliorer la fertilité du sol, dans le cahier des charges, ce n'est pas forcément un axe de développement. L'axe de développement de ce type d'agriculture, c'est de l'agriculture de conservation, qui est plutôt très développée sur les grandes cultures, où on ne va pas forcément réduire les phytos. On utilise par exemple beaucoup de glyphosate sur ce mode de production, mais qui vise à énormément améliorer la fertilité du sol, parce qu'on est sur du semi-direct. L'agriculture au Brésil est énormément axée sur ce type d'agriculture. On a des taux de matière organique qui sont très élevés. Donc finalement, est-ce que l'agriculture régénérative, c'est pas un mélange de ces trois approches, où on va chercher notamment à améliorer la fertilité du sol, donc c'est l'idée des couverts végétaux, qui n'est pas forcément abordée dans l'agriculture bio, qui n'est pas forcément abordée en biodynamie, et aussi travailler sur la réduction des phytos, sans se mettre des barrières ou un dogme qui viserait à ne pas utiliser des produits de synthèse lorsqu'on en a besoin. Donc j'aime bien cette définition-là. Et si on parle de l'agriculture biodynamique, il faudrait rajouter une autre dimension qui est celle du calendrier lunaire, donc une dimension plutôt cosmique qui n'est pas abordée donc, ici. Donc l'agriculture régénérative, c'est cette troisième voie entre le bio, le conventionnel et la biodynamie. La biodynamie reste aussi intéressante avec son approche des préparations.
la 500P, la bouse de corne, ça c'est mon collègue Alain Mallard qui m'en parlait. Il y a autant de bactéries dans 100 grammes de bouse de corne que dans 27 tonnes de fumier. Donc c'est très concentré, c'est très dilué aussi avec ses applications et c'est une approche plutôt homéopathique, mais on a une idée de régénération. Une idée de régénération finalement dans la biodynamie, dans le bio, et ça se retrouve dans la viticulture régénérative. Moi, je suis arrivé à ce métier-là donc en me renseignant un petit peu sur comment aider évidemment les agriculteurs, parce qu'à la base, moi, je vendais des engrais, donc j'avais une approche liée à la nutrition et à la santé des plantes. Donc il y a nos collègues de Perret qui sont là, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à une époque, et ils ont développé un silicate de calcium, donc en foliaire. Et c'est vrai que je me disais, mais on ne peut pas aider les viticulteurs juste avec un biostimulant, juste avec des engrais. Il faut qu'on ait un sol qui soit résilient. Donc il faut aussi des couverts végétaux. Il faut aussi peut-être travailler sur des amendements organiques. Je discute beaucoup avec Antoine Lespèce du domaine Lafage, des amendements pour retenir l'eau avec du biochar. Donc finalement, on a dans l'agriculture régénérative et dans le conseil tout un panel d'outils et de pratiques qui permettent d'avoir cette résilience. Mais pour en revenir à comment je suis arrivé dans ce domaine-là, j'écoutais un podcast très intéressant de John Kempf qui se demandait est-ce que ce sont les plantes qui font le sol ou est-ce que c'est le sol qui fait les plantes? Donc ça, on pourra y répondre plus tard, mais c'est vrai qu'en cherchant un petit peu la réponse à cette question, je suis amené à travailler sur l'idée qu'il faut intervenir au niveau du sol, du paysage, de l'eau et de l'animal, et d'avoir une approche liée plutôt à l'écosystème, une approche holistique, et c'est ça qui définirait pour moi l'agriculture régénérative. Ça, c'est une slide que je reprends souvent donc, de notre président fondateur Sébastien Romégous. Il aime à montrer qu'on a 3 systèmes, donc un système de bord de champ, une prairie temporaire qui précède un maïs et un sol nu. Et donc on se demande par rapport au niveau du sol, quelle différence on peut avoir. Et donc on comprend qu'on a un impact direct entre la couverture du sol, où dans le bord de champ on a des sols qui sont très peu travaillés, et on observe finalement une porosité, un taux de matière organique qui est beaucoup plus important sur cette parcelle de bord de champ par rapport à la parcelle donc de sol nu qui est donc sans couvert. Donc cette réflexion-là, elle a du sens parce qu'on arrive sur des réflexions entre porosité biologique et porosité mécanique. Donc là, on rentre dans les détails de l'agriculture régénérative, amener une fertilité physique, en plus de la fertilité chimique et biologique du sol, elle est extrêmement importante. Donc régénérer un sol, ça passe par remettre de la porosité biologique dans ce sol-là. C'est un aperçu des concepts qu'on développe chez Biosphère. On verra des cas un petit peu pratiques plus tard. Mais en tout cas, pour vous dire ce qu'on fait, donc on travaille avec beaucoup de groupes, beaucoup de vignobles et sur des systèmes de culture très différents. C'est ça qui est intéressant chez nous. C'est que moi, je peux accompagner des arboriculteurs en Espagne ou dans les PO, comme une entreprise qui veut faire pousser des plantes aromatiques, ou des éleveurs, ou des céréaliers et des viticulteurs. Et donc en regardant les différents systèmes, les différentes manières qu'ils ont de produire, on arrive à accompagner justement les agriculteurs à tester de nouvelles pratiques et à suivre aussi l'impact de ces pratiques. Donc c'est ce qu'on fait chez Biosphère sur avoir un impact sur la restauration des écosystèmes. Ça, je vais passer. En termes de viticulture, donc on a pu accompagner depuis plusieurs années maintenant vraiment différentes problématiques. Château Lard et Vaubrion nous a demandé de partir d'une feuille blanche sur 12 hectares qu'ils souhaitaient arracher pour en faire un projet de viticulture régénérative et vitiforesterie. Donc on a travaillé avec eux sur un nouveau modèle, des nouveaux cépages aussi, et comment faire
un vignoble ou une parcelle du moins qui soit plus résiliente à ce changement climatique. Et on y a intégré notamment du Polonia, qui fait un petit peu débat aujourd'hui. À Rueda, donc ça c'est en Espagne, pour la Bodega Marqués de Riscal, comment sur les climats qu'ils ont là-bas, ils parlent donc une expression espagnole, dit 9 meses de invierno, 3 meses de infierno. Donc 9 mois d'hiver, 3 mois d'enfer. Comment les aider sur ces graves à faire des couverts végétaux. Ou sinon, dans le Médoc, ça c'est à Margaux, chez Château-Giscourt, l'idée de régénérer un sol avant la plantation. Donc très souvent, ils arrachaient la vigne, ils replantaient. L'idée, c'est d'arracher la vigne et de mettre une jachère, donc avec 4 couverts sur 2 ans, pour gagner justement en fertilité avant la plantation. Et de ne travailler que la future ligne qui sera plantée avec la vigne. On a accompagné Cheval Blanc aussi sur la manière plutôt de produire des couverts végétaux à destination de leur élevage. Et voilà, on a plein d'exemples, mais je serais ravi d'en parler avec vous par la suite. Ça, c'est une photo que j'aime bien, donc c'est à Murcia. Donc Murcia, c'est une région montagneuse à l'ouest d'Alicante. Et là, en fait, pour Andros, on a travaillé sur comment travailler sur la régénération des sols en abricotier. Donc là, on a 6 mètres d'interrang et on a des taux de matière organique qui sont extrêmement faibles. On a moins de 1%, c'est des sables limoneuses, très calcaires. Et on n'a pratiquement pas de précipitation. Là, on est aux alentours de 250 mm en moyenne d'eau, ce qui est très bien pour l'abricotier, hein, c'est irrigué, mais en termes d'impact sur l'environnement, c'est assez négatif. Donc on a réussi, en discutant avec les techniciens là-bas, à trouver l'itinéraire, trouver les semences, les amendements, le travail du sol aussi, on y reviendra, pour avoir une levée du couvert qui soit de ce niveau-là dans ce type d'environnement. Et donc ça fait, lorsque on a passé le rouleau, un mulch qui protège le sol évidemment. On a des sondes WINAT qui nous permettent de mesurer l'impact en eau. On fait des analyses avec le laboratoire Celesta Lab qui nous permettent de suivre année après année l'augmentation de la matière organique. Et là, on avait réussi en 3 ans à monter de un demi-point de matière organique sur cette modalité-là. Donc, il faut aussi de l'expé donc chez Biosphère. Et ça, c'était ensuite l'année d'après. Donc ça, on a ressemé, mais à la fois sur cette plateforme et sur tout le reste de la bodega, un couvert. Et en fait, les techniciens nous disaient que lors du semis, la partie qui avait reçu le couvert végétal l'année précédente avait beaucoup mieux levé que le reste qui n'avait pas eu de couvert avant. Donc on voit bien qu'il y a un effet cumulatif dans les pratiques de l'agriculture régénérative. Ça nous montre que le sol a vraiment cette capacité à se régénérer et à faire qu'on a de plus en plus de bénéfices. Donc on gagne plus de matière organique, on gagne plus d'eau. Par contre, dans ces milieux-là, lorsqu'on a une sécheresse, c'est très compliqué parce qu'on peut perdre les travaux de 2-3 ans et revenir en arrière. C'est des sols qui minéralisent très vite, qui ont très peu de fertilité physique. Et donc c'est pour ça que l'investissement est quand même plus élevé sur ces modèles-là qu'en agriculture conventionnelle. On parle un petit peu des coûts. C'est vrai qu'il faut, on ne peut pas le nier, que pour moi, l'agriculture régénérative coûte plus cher au départ si on ne change pas ces modèles, si on ne veut pas prendre de risques évidemment. Si on a un peu une prise de risque, qu'on veut réduire certains intrants, on peut se retrouver à iso-coût, mais ce n'est pas souvent le cas, surtout dans ces milieux-là. Ça, c'est une autre photo où là, on avait donc un jeune verger qui était planté avec un couvert végétal, et là, il y avait eu tout le compost qui avait été entassé, donc tout était complètement désherbé. Et en fait, on s'était amusé à regarder la différence avec le couvert qui était juste au fond et l'impact sur le sol, et ici, ce couvert-là. Donc, il y a eu du compost dessus, il y a une compaction qui est volontairement créée,
mais on voit l'idée de la porosité biologique par rapport à cette porosité donc mécanique qui est assez parlante sur cette photo. Et donc en discutant voilà, avec Alain Deloire notamment sur l'augmentation de la matière organique, 1% de matière organique, tu parlais de 18 000 litres par hectare. Voilà, est-ce que c'est plutôt 10 mm par mètre de sol? Est-ce que c'est plutôt 15? Ça, c'est des débats qu'on a. Mesurer l'impact de ces pratiques, c'est en cours. Ça prend du temps, mais c'est vrai que c'est assez important de mettre des chiffres là-dessus. Ça, c'est un autre exemple à Narbonne. Donc là, dans un projet de plantation, pareil, c'est toujours pour Andros, d'abricotier, on a mis donc le couvert végétal avant l'implantation et ensuite on a implanté donc dans le couvert. Et donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes parce qu'on gagne énormément de temps. C'est en plus un couvert qu'on a mis donc de graminées avec l'alpiste des Canaries. C'est une variété qui est très rustique, qui est parfaitement adaptée à ces milieux-là. Et les abricotiers ont un taux de reprise qui est très bon, équivalent au témoin qui n'a jamais eu de couvert. Ça, c'est le couvert de Vesse, donc chez Marquès de Riscal à Rueda. Donc là aussi, il y avait beaucoup de challenges à amener, notamment au niveau de l'équipement. Hein, c'est pas le tout d'avoir les bons mélanges de couverts, il faut aussi avoir les bons semoirs. L'idée de discuter autour du type de destruction, quand détruire, comment détruire. Là aussi, il y avait besoin d'accompagnement parce qu'il y a vraiment différentes stratégies par rapport à chaque année. Donc ça, c'est des choses vraiment passionnantes qu'on peut faire là-bas, dans ces milieux où pareil, il pleut un petit peu plus qu'à Murcia, on verra en 500 mm, mais ça reste assez compliqué. Voilà, ça c'était la Vesse qu'ils avaient là-bas, donc ils sont en un terrain de 80 irrigué, c'est du verdejo. La lecture générative, donc je vous montre ces exemples parce que c'est à la fois améliorer la fertilité du sol, on l'a vu, c'est à la fois réduire les phytos. Là, j'ai pas d'exemple, mais le travail autour des amendements organiques, autour de la nutrition, il est aussi extrêmement intéressant. C'est aussi travailler sur l'eau. Donc, comprendre les cycles de l'eau avant l'implantation, c'est hyper important parce qu'il faut évidemment garder un maximum d'eau. Donc garder l'eau, ça passe par des schémas de plantation. Ça, c'est donc Alain Mallard qui est très calé là-dessus, avec qui on travaille. Prendre en compte le fait que dans une pente, l'eau va s'écouler et essayer qu'elle s'infiltre au maximum et essayer de la garder, c'est le challenge qu'on a peut-être mis de côté trop longtemps. L'idée étant d'évacuer au maximum l'eau, ce qui n'est pas ce qu'on cherche à faire. Donc récolter l'eau, c'est une approche dont on parle d'hydrologie régénérative. Hein. Et là, l'exemple que je vous montre, c'est donc à Picpoul de Pinet. On a donc ici le haut de l'exploitation et on a une légère pente qui descend à ce niveau. Et en fait, on essaie de comprendre comment, lorsqu'il pleut, évidemment, l'eau qui va venir ruisseler ici peut s'infiltrer dans les sols. C'est-à-dire comment la ralentir au maximum. Ça fait partie aussi des réflexions qu'on doit avoir dans l'agriculture régénérative. Et ça passe par trouver donc des aménagements. Donc il y a évidemment des haies, mais il y a des mares qui doivent être mis à des points qui sont plutôt stratégiques. Donc là, on en a mis 3, 4 et 5. On peut travailler sur des fossés où on va faire donc des seuils, c'est-à-dire qu'on va faire des mini bassins pour avoir un écoulement, mais tout en ralentissant l'eau, qui est ici. L'arbre a aussi tout son sens. Donc dans les paysages hydrologiques, l'arbre va venir retenir donc l'eau, mais aussi avoir un rôle d'infiltration. Donc ça, c'est des exemples qu'on va mettre en place donc, avec Anaïs Ricobe donc à Picpoul, voilà. Ça, c'est donc au Champagne-Bollinger, où là, ils avaient une demande à l'échelle de cette parcelle, où effectivement, comment, lorsqu'il y a, donc là, il y a de l'eau plutôt en continu,
Mais si on se met dans des situations comme chez nous, moi j'habite à Montpellier, on a vraiment des épisodes extrêmes, réduire l'érosion passe aussi par repenser les schémas de plantation et repenser l'aménagement extra-parcellaire. Donc comment passer de ça à ça? Donc on a des plantations qui suivent ce qu'on appelle les courbes de niveau. Donc ceux qui font un peu de la rando, qui connaissent les cartes topographiques, comprennent que y a ici un écoulement de l'eau qui va suivre ce schéma-là. Parce qu'en fait, l'eau va par le chemin le plus court qu'elle peut emprunter à chaque fois. Et ça, on le voit par rapport aux courbes de niveau. Deux fossés assez larges, donc 2 mètres, 30 cm de profondeur, qui vont venir retenir l'eau qui vient du haut, mais pour qu'elle puisse s'infiltrer. Un étang où ici, on avait souvent donc, une mouillère. Donc c'est là où ça prend du sens de faire des retenues d'eau. Et bien évidemment des arbres qui vont venir accentuer cette infiltration-là. Donc en plus du sol, en plus de la vigne, en plus du paysage, travailler autour de l'eau, travailler autour des animaux, c'est ça qui est peut-être les définitions de l'agriculture régénérative, au-delà donc de ce qu'on fait déjà en bio, au-delà de ce qu'on fait déjà en biodynamie. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Merci beaucoup et on pourra en rediscuter après sur le temps de la pause.